tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Corps et confiance en soi. Mon corps et moi, on a un peu une relation chaotique. Alors, je définirais ma relation avec mon corps avec l'adjectif, je pense, ambivalent. Ma relation avec mon corps, déjà, elle a beaucoup évolué. J'ai toujours une relation compliquée avec mon corps. Alors moi, du coup, ma relation avec mon corps, elle est assez bonne. Du coup, je dirais que ma relation avec mon corps, elle est assez fluctuante. Avant, elle n'était pas forcément bonne. Et qu'elle a évolué, je dirais plutôt positivement. Je me suis jamais sentie à l'aise avec mon corps. Et je pense pas que je pourrais dire que je me sens à l'aise avec mon corps. Et c'est pour ça que je me fais autant de tatouages pour essayer de m'aimer un peu plus. Je me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans mon corps. Et du coup, par exemple, j'en ai un sur le torse là. Et depuis que je l'ai, j'aime trop mettre des trucs où on voit plus mon torse. Par le passé, j'ai eu plein de TCA, etc. Là, ça va beaucoup mieux. Et j'ai eu des périodes où mes TCA n'avaient pas d'impact sur ma corpulence. Et depuis 2 ans, ça en a beaucoup. J'apprends encore à intégrer le fait que je ne peux pas contrôler la manière dont je grossis ou pas, par exemple. Et tout ça, ça fait que j'oscille entre des phases où je m'en fous et où du coup je vis ma best life et des phases de gros jugement sur moi-même. Et il y a des mauvais jours où c'est terrible, genre juste se voir dans une glace, ça me met dans un mauvais mood pour toute la journée. Donc. Je me sens étrangère dans mon propre corps. Maintenant, je dirais que je suis plus insensible à mon corps. À part quand les gens font des remarques, des réflexions ou comparent certains corps, etc., certains types de corps, là je vais un peu me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, pendant beaucoup de temps, et encore des fois aujourd'hui, j'avoue que je retombe un peu dans ça. Je me suis trouvée trop grosse, trop large, avec la poitrine qui tombe et tout. Bon, j'avoue que encore aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de mal quand on me prend en photo de dos. Vraiment, à part sa fonction première vraiment d'être un corps, vraiment j'ai du mal à le regarder, le conscientiser. On va dire que je me sens quand même beaucoup mieux et j'accepte le fait que avoir un petit peu de ventre, c'est super mimi et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. J'essaie en tout cas de faire un travail au quotidien pour apprécier les choses que j'aime pas, ou au moins si on peut pas se forcer à apprécier quelque chose. Du coup, au moins j'essaye de me dire que c'est mon corps, c'est comme ça, il faut que j'accepte et voilà. Il y a des complexes que j'ai plus ou moins, on va dire, acceptés depuis le temps. Mais entre-temps, il y a des nouveaux qui sont apparus. Donc je dirais que je suis totalement à l'aise avec mon corps, même dans mes tenues et tout. Voilà. Par contre, il y a une seule exception, c'est la plage. Genre à la plage, je m'en fiche. Genre mes bourrelets, mes vergetures, c'est lui. J'en ai rien à foutre. Je suis là pour me baigner et c'est comme ça. Et je sais pas du tout pourquoi. Mais c'est comme ça depuis 3-4 ans. Et voilà. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour le dernier épisode de la saison. Et donc, aujourd'hui, on va parler du corps. Cet épisode, je vais essayer de le rendre le plus inclusif possible, mais je pense qu'il parlera beaucoup plus aux femmes, ainsi qu'à toutes les personnes qui ne se considèrent pas comme des hommes, qu'aux hommes. Un petit point aussi avant de continuer, je ne vais pas frontalement aborder les troubles du comportement alimentaire, parce que je pense qu'un épisode dédié au TCA et à l'alimentation en général serait bien plus approprié. Néanmoins, si vous souffrez de TCA, il est possible que cet épisode vous mette mal à l'aise. Et c'est ok. Je vous conseille juste de ne pas écouter l'épisode. Bref, maintenant que les avertissements sont faits, commençons. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des articles, qui soient anglophones ou francophones, sur le corps, ses représentations, le lien avec la confiance en soi, etc. Mais c'est pas grave, on va faire avec, je vais me débrouiller. Et donc j'avais envie de diviser l'épisode en 2 grosses parties. La première, elle sera consacrée à comment nous, Françaises, percevons notre corps. Et la seconde, elle sera centrée sur les représentations du corps produites par le monde de la culture. L'idée de cet épisode, elle m'est venue parce que je suis retombée sur un sondage que j'avais découvert quelques années auparavant.
Et donc c'est un sondage IFOP commandé par NaturaVox et intitulé « Les Françaises, les Européennes et la beauté dans le couple, beauté, complexe, sexe et sentiments au sein du couple ». Il a été publié en 2018 et il indique que les femmes françaises, elles se situent elles-mêmes majoritairement, à 60% pour être plus précise, dans la moyenne. Toutefois, seulement 22% d'entre elles s'estiment jolies. Ce pourcentage, il est plus faible que dans les autres pays européens étudiés, comme l'Allemagne ou l'Espagne par exemple. De plus, ce chiffre, il est quasiment 2 fois plus faible que celui des Italiennes, qui sont 39% à s'estimer jolies. Ce qui, entre nous, franchement, c'est pas énorme. D'ailleurs, le rapport, il note que le degré d'autosatisfaction des femmes à l'égard de leur physique, il est plus élevé chez les habitantes du pourtour méditerranéen. De plus, les Françaises ont tendance à survaloriser la beauté de leur conjoint par rapport à la leur, c'est-à-dire que 29% des Françaises jugent leur partenaire plus beau qu'elles. Personnellement, non, je me trouve pas jolie. Alors oui, je me trouve très jolie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un mauvais jour. Du coup, je peux pas dire que je me trouve genre jolie. Des fois, je me trouve jolie et des fois, pas du tout. Non, je me trouve pas jolie. Je trouve compliqué de se trouver jolie quand on n'est pas à l'aise avec son corps. Je me suis jamais considérée comme une jolie fille et d'ailleurs, on me l'a jamais fait ressentir. Faut savoir que ça n'a pas du tout le temps été le cas. Parce qu'en fait, je correspond pas vraiment aux critères de la société. Pendant très longtemps, ça n'a pas été tout le cas, même que je demandais tout le temps à Dieu de me rendre belle quand j'aurais grandi. En fait, je crois que je me suis trop habituée aux standards de beauté des réseaux et du coup, je trouve que je réponds tellement pas à ça. Il y a des moments, j'ai des espèces d'angoisses qui viennent et je me dis que si telle personne agit comme ça avec moi, c'est peut-être parce que du coup, je suis considérée comme moche. Mais je trouve compliqué de me trouver jolie si je suis pas à l'aise avec la manière dont je suis habillée pour ce que j'ai à faire dans la journée. Et inversement, si ma tenue, je l'adore, peu importe qu'elle soit dans l'imaginaire collectif, que je sois bien sapée ou pas, si je me sens à l'aise dans ma tenue, je vais être très heureuse et me sentir très jolie toute la journée, peu importe ce qui va m'arriver. Plus j'apprends à me connaître, et pour s'aimer, il faut se connaître, donc plus j'apprends à aimer un peu ma manière de voir le monde, de réfléchir, etc. Et je pense que c'est ça qui me donne la confiance pour me trouver jolie. Enfin, faut commencer par nous. Hyper bateau, mais il faut commencer par soi-même. Tu peux pas attendre que les autres te trouvent jolie si toi-même tu te trouves pas jolie. Et je pense qu'il faut se saucer. Et au final, maintenant, j'arrive à accepter les compliments parce que ils sont vrais. C'est changeant, mais globalement, oui, je me trouve jolie et je trouve qu'on est chacune et chacun jolie à notre manière. Pour être honnête, déjà à l'époque, j'avais été assez surprise de voir cette différence entre les femmes françaises et les autres européennes. J'avais remarqué que les femmes autour de moi, elles n'avaient pas spécialement confiance en elles, mais pour moi, c'était comme ça partout. Je pensais réellement que la grande majorité des femmes du monde complexaient sur leur corps. Et je pensais pas que c'était normal, mais je sais pas, pour moi, aimer son corps et ne pas être complexé, c'était juste un idéal, inatteignable pratiquement. Je croyais vraiment que, avec toutes les représentations idéalisées du corps, surtout des corps minces, blancs et féminins évidemment, bref, ces représentations qui sont littéralement partout, je croyais vraiment qu'elles impactaient tout le monde de la même manière, que c'était un système global, que le capitalisme patriarcal avait les mêmes effets partout. Mais finalement non. Et c'est vrai que cette différence entre les femmes françaises et les italiennes notamment, je l'avais remarqué quand j'étais partie travailler quelque temps en Italie. Pour être très honnête avec vous, j'avais complètement oublié cette disons, impression, mais j'y ai repensé en préparant l'épisode. En gros, je suis partie bosser un été en Italie et j'ai été baignée pendant quelques mois dans la vie italienne, ses coutumes et sa culture. Et franchement, c'est vrai que, par exemple à la plage, j'avais l'impression que les Italiennes, elles avaient confiance en elles, qu'elles étaient là, peu importe leur âge, entre copines, à profiter du soleil et de la mer. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'avais le sentiment que les corps étaient plus libres. Et c'est pas tout. Cette année, j'ai eu la chance de partir en Tchéquie, grâce au programme Erasmus, et donc de côtoyer des personnes issues de pays différents. Et encore une fois, j'ai été vachement surprise d'à quel point certaines personnes étaient à l'aise avec leur corps. Avant de continuer, petite mise au point qu'on ne déforme pas mes propos, je vais vous donner mes ressentis personnels qui tiennent qu'à moi,
Et donc mon but là, c'est de partager une expérience, pas d'essentialiser des personnes ou des nationalités. Donc en Tchéquie, j'ai rencontré plusieurs personnes, d'Amérique centrale et du Sud notamment, et j'ai beaucoup traîné avec des Colombiennes, et j'ai l'impression qu'elles ont énormément plus confiance en elles que nous, Françaises. En fait, quand j'y réfléchis, je crois même que les Espagnols sont plus à l'aise que nous. Enfin bref, je pense pas que les nationalités, en tant que telles, soient primordiales pour ce que je veux dire. Parce que ce que je veux expliquer là, c'est que j'ai rencontré des personnes qui étaient à l'aise avec leur corps, peu importe leur morphologie, leur couleur de peau ou je sais quoi. J'ai rencontré des personnes qui étaient à l'aise dans leurs vêtements, dans les vêtements qu'elles portaient, qui... En fait, les personnes ne se limitaient pas à telle ou telle pièce à cause de leur morphologie. En fait, j'ai rencontré des personnes qui n'en avaient clairement mais rien à faire du regard des autres. Et en fait, même les Tchèques, même si j'ai l'impression qu'elles ont un rapport avec leur corps qui est différent de celui des personnes issues d'Amérique centrale et du Sud, je crois que le regard des autres leur importe peu. Et tout ça, toutes ces représentations réelles et confiantes du corps, bah je crois que ça m'a fait du bien. Ça m'a inspiré un peu, je crois. Je pense vraiment que avoir évolué dans cet environnement pendant presque un an, ça m'a changé. Je suis pas du tout en train de vous dire que maintenant je suis super à l'aise avec mon corps, que j'ai plus de complexes et blablabla, non. Mais quand même, j'ai l'impression que ma vision du corps, ou plutôt en fait ma vision des corps, elle a évolué. Dans le sens où c'est très bête, mais ton corps, bah, il te permet avant tout d'être là, de profiter, de faire des activités, de découvrir de nouvelles choses, de passer du temps avec les personnes que tu aimes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à oublier. Ou du moins c'est quelque chose qu'on met au second plan, préférant mettre en avant l'aspect physique du corps. Dans notre société capitaliste et patriarcale, j'ai l'impression qu'on préfère vouer un culte à la minceur. Pourtant, la minceur, bah, elle n'est pas synonyme de bonne santé. En vrai, le corps vu de l'extérieur, il donne pas beaucoup d'informations sur l'état de santé d'une personne. Et c'est peut-être le bon moment pour rappeler que faire des remarques sur le poids de quelqu'un, sur le physique de quelqu'un, c'est jamais une bonne idée. Même si ça part, peut-être, d'une certaine manière, d'une bonne intention, c'est non. Même si c'est votre famille ou votre partenaire, c'est non. On a tous et toutes un miroir quelque part chez nous, et on sait à quoi on ressemble. On sait quand on a grossi ou quand on a maigri. Enfin, c'est la même chose que lorsqu'on a un bouton. C'est notre corps, donc nous sommes les premiers au courant. Ce genre de remarques, elles n'apportent rien de positif ou de constructif. Elles n'apportent qu'un sentiment de culpabilité ou de honte. Vous savez jamais vraiment par quoi la personne en face est passée ou ce qu'elle est en train de vivre. Vous connaissez pas son état de santé, qu'il soit mental, psychique ou physique. Vous connaissez pas son rapport à la nourriture. Vous savez pas si elle a des addictions, etc., etc. Franchement, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais arrêtez de donner votre avis lorsqu'on vous l'a pas demandé. Arrêtez de faire des remarques inutiles aux gens qui vivent juste leur vie. Tout ça, c'est super simple, hein, et ça peut se résumer en « mêlez-vous de vos affaires ». Sincèrement, je crois qu'on ne se rend pas compte de la puissance des mots, d'à quel point ils peuvent marquer quelqu'un pour longtemps, peut-être même pour toujours. Parce que pour la personne qui prononce ces paroles, bah les mots, ce sont des mots. Par contre, pour la personne en face, ça peut être des mots qu'elle entend constamment. Ça peut être des mots qu'elle reçoit comme une insulte. Encore une fois, ça aussi on ne le répétera jamais assez, mais faut se rentrer dans le crâne qu'on est tous et toutes différentes, qu'on n'a pas le même passé et qu'on n'a pas la même résistance aux choses. Parce que toutes ces remarques, elles s'ajoutent aux représentations idéalisées du corps qui sont déjà présentes partout dans notre société capitaliste et patriarcale. Ces remarques, elles peuvent engendrer des comportements qui sont en fait dangereux. Et c'est trop dommage parce que si on en revient au corps, parce que c'est quand même le centre de cet épisode, la taille de vêtements la plus vendue en France, bah c'est la taille 40. Et c'est pas à cause de la mode de l'oversize ou je sais quoi, hein. La deuxième taille la plus vendue chez les femmes serait le 42 et ensuite le 44. Pour les hommes, il semblerait que la taille moyenne varie entre 40 et 42 pour les pantalons et qu'elle serait autour de M pour les hauts. Et avant de vous donner la parole et de passer à la deuxième partie de l'épisode, j'avais envie de vous partager une théorie, une idée plutôt, qui m'est venue en préparant l'épisode. En fait, toutes ces représentations, toutes ces injonctions, elles mènent au même point. La recherche de la jeunesse et l'obsession pour les jeunes filles. Enfin, maintenant que j'y pense, ça me paraît logique en fait. C'est tellement évident. Parce que la société, elle prône un corps sans poils. Tiens,
exactement comme celui des enfants avant la puberté. La société, elle prône un corps mince et sans forme. Tiens, exactement comme celui des enfants avant la puberté. La société, elle prône un corps contrôlé, pas trop montré, pas trop caché non plus. Tiens, exactement comme celui des enfants lorsqu'ils sont contraints par leurs parents à des choix qui sont pas toujours les leurs. La société, elle prône un corps sans vergeture, sans cellulite. Tiens, exactement comme celui des enfants, etc., etc. De plus, depuis le début de l'épisode, je parle de capitalisme patriarcal. Et peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, je crois, parce que, encore une fois, j'ai pas trouvé de données. Bref, le rapport, c'est que cet idéal de beauté, de minceur, de ce que vous voulez, quoi, il pousse les femmes, majoritairement, à toujours plus consommer. À acheter des crèmes, à payer pour des régimes, à acheter des recettes miracles ou je sais quoi. Dans notre société capitaliste et patriarcale, tout est bon pour faire de l'argent. Même le mal-être des gens. Le patriarcat et le capitalisme, comme tous les autres systèmes d'oppression, sont largement imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre, et pendant que le patriarcat véhicule des représentations idéalisées de nos corps, le capitalisme nous propose des solutions pour se conformer à ces fausses images. Voilà pourquoi il faut tout détruire, parce que tout est lié. Bref, je ferme cette parenthèse, idée que j'ai eue en préparant l'épisode, et je vous propose qu'on passe à la suite. J'ai dit que les remarques de personnes réelles plus ou moins proches avaient un impact sur la vision qu'on avait de nos corps. Mais qu'en est-il de la culture en général? Je pense que c'est premièrement ma famille. C'est les réseaux, mais il y a aussi genre grave ma famille. En quatrième, je me suis fait harceler, du coup la confiance en moi a baissé. Évidemment, la société, l'image du corps parfait, qui essaie de nous convaincre qu'un type de corps est beau ou que 2 types de corps sont beaux. Je pense qu'il y a de ça. Je pense aussi c'est la culture, parce que j'ai un corps, déjà, je prends du poids facilement, je peux en perdre aussi facilement, enfin ça dépend. Mon alimentation, elle est vraiment genre bancale. Et j'ai... Enfin, à part en grandissant, en me renseignant sur les TCA, etc., pour moi, c'était juste pas normal. Enfin, je voyais personne qui avait autant de mal avec la nourriture et son corps. Et personne n'en parlait. Après, là, je pense que plus on grandit, plus peut-être que je suis le contenu qui me plaît. Et je vois beaucoup dans le self-love et beaucoup de corps qui me ressemblent. Et aussi de couleurs, en vrai. Parce que je voyais beaucoup moins de personnes noires sur mon feed ou même dans mes relations, etc., quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça a joué, genre, ma couleur dans l'acceptation de mon corps. Des remarques choquantes, par exemple, de l'entourage, qui soit proche ou pas, ça, j'en ai eu beaucoup. Ils m'ont toujours dit que j'étais hyper maigre. Et en fait, genre, moi, plus on me dit que je suis maigre, enfin, genre, trigger warning TCA, je pense, mais genre, plus on me dit que je suis maigre, plus je me trouve grosse. Mon père a une manière de voir le corps des femmes qui est très machiste et il le reporte sur moi. Alors, ça veut pas dire que je me suis soumise à ses idées, mais c'est quand même un peu lourd parfois de devoir dire mais c'est pas tes affaires ou c'est je m'en fous, etc. Mais devoir répéter à quelqu'un qu'il n'a pas à juger son corps, c'est un peu chiant, quoi. Mais ouais, et puis on me comparait toujours avec ma grande sœur quand j'étais petite, parce qu'elle avait plus de rondeur, et je m'en voulais un peu des fois d'être comme ça, parce que ma sœur aussi, elle a eu pas mal de critiques sur son poids. Et on me dit tout le temps, tu ressembles à ton père jusqu'à aujourd'hui, et je me dis, mais... Enfin, mon père, moi, je le trouve trop beau, enfin, c'est mon père, ok, mais... c'est un homme, et ayant du mal à m'assumer en tant que... Enfin, à me trouver belle en tant que fille, c'est assez dur, parce qu'on me dit tout le temps, t'as sa photocopie et tout, non. Ma mère m'en a fait... Ma mère a une vision, elle aussi, un peu vieux jeu du corps des femmes, notamment au niveau de la pilosité, de ce qu'il faut ou pas, etc. Par exemple, c'est ma première épilation, c'est ma mère qui m'a forcée à le faire, quoi. Donc bon. Évidemment, quand tu essayes d'en parler, de ces remarques, on te regarde en mode « Moi, j'ai dit ça, ça m'étonnerait. Comment aurais-je pu faire ce genre de remarques ?» Et sinon, c'est toutes les remarques que j'ai eues de mon ancien copain qui disait que j'étais moche, que il trouverait mieux ailleurs. Ça va être horrible ce que je vais dire, mais je me déteste beaucoup plus depuis que genre mon ex m'a dit que j'étais trop bonne. Et je trouve que c'est genre tellement un terme dégueulasse pour définir une meuf et pour définir un corps.
Mon ex, par exemple, m'avait fait une remarque du style je sais que dans tous les cas, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais moi, je préfère une femme sans pilosité. Et sur le moment, je m'étais dit que bah, du coup, c'était cool, il était ouvert, etc. Mais en fait, pas du tout. Comme souvenir, enfin moi je sais qu'au collège on m'appelait beaucoup Dent de lapin ou on m'appelait le cheval. Et aussi, bon, bah voilà, les remarques du genre haha, on dirait un frigo, de la part des rugbymen de ma classe en seconde. Bon. Et je me souviens une fois, quelqu'un s'était maigri, j'ai dit ah, et il m'a dit mais dis-moi merci. Et je dis mais c'est pas un compliment de maigrir en fait. Ouais, c'est juste que genre, je pense qu'on m'a trop dit que j'étais maigre. Et du coup, bah, je pense que j'idéalise aussi un peu le corps maigre. Ça a complètement contribué à la vision que j'avais de mon corps et ça a été très dur des fois. Et en fait, je me souviens même d'une fois, j'étais en première, je crois, et en fait ma mère m'a prise en photo à la plage. Et là, c'était le drame. Je me trouvais énorme, j'ai pleuré toute la soirée et j'ai refusé de sortir manger une glace, carrément. Et en fait, j'ai revu cette photo il y a genre quelques mois et ça m'a fait de la peine parce qu'en fait, il y a quelques années, je me trouvais vraiment pas belle. Je me trouvais vraiment énorme. Et en fait, quand j'ai revu la photo, j'étais en mode, mais en fait, si, c'était très joli, genre. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup de base, mais je déteste mon sourire. Et du coup, j'arrive pas à sourire sans montrer mes dents. Par rapport à la forme de ma bouche, etc. Parce que même encore, je me culpabilise énormément quand je mange. Et bah donc c'est dur de s'en détacher. Mais voilà, en fait, cette expérience de la photo me montre vraiment à quel point c'est vraiment dans la tête, en fait. Donc ça d'une certaine manière, ça influence forcément la manière dont tu vis parce que surtout quand tu reçois ces remarques assez tôt, à une période où t'es pas forcément à l'aise avec ça, où tu te poses même pas la question et d'un coup quelqu'un d'extérieur va t'amener à réfléchir là-dessus, ça peut être impactant d'une mauvaise manière dans le sens où tu peux développer des complexes. Cet idéal de minceur, c'est très franchement une construction culturelle. Cet idéal de beauté, il n'est qu'une imbrication d'attentes irréalisables. En fait, être une femme dans nos sociétés, c'est se sentir trop grosse. C'est la moi du montage qui vous parle parce que mon micro s'est coupé pour vraiment l'une des seules parties de l'épisode où j'avais des sources. Parce que quand je disais qu'être une femme dans nos sociétés, c'était se sentir trop grosse, en réalité je citais un article de Sheila Reeves, Jacqueline Bush-John, Sung Yeo Park et Ji Wong-yu intitulé You Can Never Be Too Thin or Can You et publié en 2004 dans la revue Race, Gender and Class. En gros, les autrices, elles expliquent que dès le collège, les petites filles sont déjà préoccupées par l'idéal de minceur et cette volonté de ressembler aux femmes qu'elles voient dans les magazines ou à la télévision. Le succès et le bonheur, il est partout et toujours associé en fait aux femmes fines. Elle mentionne également une étude menée dans les années 80 qui compare les magazines dits féminins avec les magazines dits masculins. Cette étude, elle révèle que par rapport aux magazines dits masculins, les magazines dits féminins comprennent 10 fois plus d'articles ou de publicités promouvant la perte de poids. Les autrices, elles dévoilent ensuite le biais raciste qui est inhérent à cet idéal de minceur. En effet, les femmes de couleur, elles sont largement stéréotypées et constamment liées à cette idée d'exotisme. Enfin, les autrices, elles mettent en avant les dangers nouveaux liés au digital. En effet, en plus de promouvoir des stéréotypes genrés et racistes, les nouvelles technologies permettent de créer de nouvelles images, et notamment des images de femmes. Il est, surtout aujourd'hui, très très facile de retoucher des photos, et donc de retoucher des corps. Ces changements invisibles, ils véhiculent une image toujours plus erronée du corps. Ces retouches, elles permettent d'imaginer des femmes toujours plus fines, répondant aux critères de beauté du capitalisme patriarcal. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que cette image de femme qui paraît naturelle, cette femme mince, sans ce qu'on appelle communément les imperfections, etc., bah en fait elle est fausse. Cette image, elle est très souvent créée, ou du moins elle a été modifiée. Sincèrement, on ne se rend pas compte de l'impact que ces représentations ont sur nous, sur notre confiance. Je pense vraiment que notre imaginaire, il est complètement matrixé, endoctriné par les représentations produites par nos sociétés capitalistes, racistes, validistes, patriarcales, etc. Que, en fait, même inconsciemment, notre imaginaire, et par conséquent notre manière de penser, il est influencé par ces représentations erronées des corps
et de la réalité en général en fait. Et c'est pour ça que, avant de vous donner quelques recommandations de films ou de séries qui, selon moi, véhiculent des représentations du corps plus réelles, j'avais envie de faire une parenthèse pour vous parler du female gaze ou regard féminin en français. C'est un concept qui a émergé dans le monde anglo-saxon des années 70, répondant au systématique regard masculin. Ce regard masculin, il est insidieux et présent partout dans les médias, la culture et l'art. Le but du regard féminin en tant que concept, c'est de mettre en avant les productions culturelles qui l'utilisent. C'est de théoriser, de faire comprendre que la quasi-entièreté des productions culturelles, elles objectivisent et sexualisent le corps des femmes à cause de ce regard systématiquement masculin. En effet, le regard féminin, lui, il place les femmes en sujet. Le regard féminin, il produit des personnages féminins complexes qui ont un véritable pouvoir d'action. Ainsi, les femmes, elles ne sont pas de simples objets de désir. Elles sont actives. En fait, le regard féminin, c'est une tentative de représenter les expériences féminines, les désirs féminins et les perspectives féminines de manière réelle et authentique. Le but, c'est également de lutter contre les stéréotypes. Parce que le regard féminin, il tend pas à unifier les récits de femmes. Le regard féminin, il ne nie pas que les expériences féminines peuvent être diverses. Je pense que je vous apprends rien, mais les femmes, elles forment pas une case uniforme. Les femmes, comme tous les êtres humains, elles sont à l'intersection de nombreux facteurs. Il y a évidemment le facteur du genre, mais également le facteur éthique, le facteur de classe, etc. Donc il n'y a pas d'expérience féminine par excellence, mais plutôt une multitude d'expériences féminines complexes et singulières. Le regard féminin, il redéfinit également la sexualité féminine à l'écran, explorant l'érotisme du point de vue des femmes. Il met en lumière le plaisir, l'intime et la connexion émotionnelle. Et c'est vrai que le regard masculin, en plus de dépeindre la grande majorité des femmes comme des enfants, il met constamment en place une dynamique de pouvoir entre l'homme et la femme. Encore une fois, je me répète, mais la femme, elle est toujours un simple objet de désir, elle n'est jamais sujet. Du coup, le regard féminin, il tente de représenter des femmes en tant que sujets libres, avec des capacités d'action et de décision. Finalement, le regard féminin, il critique les attentes de la société capitaliste patriarcale. Il défie les normes de beauté et de féminité. Il remet en question les rôles genrés. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vivement le livre d'Iris Bray, intitulé Le regard féminin, et publié en 2020 aux éditions de l'Olivier. Avant de conclure, je vais vous faire une liste non exhaustive de films ou de séries qui pour moi représentent assez bien les corps dans leur diversité. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé grand chose. Et c'est vrai que j'ai pas une mémoire de ouf, mais je sais pas, je m'attendais à avoir plus de références. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des films ou des séries que j'ai vus, je précise, parce que j'ai pas non plus vu tout ce qui existe. J'ai eu du mal à trouver des films ou des séries qui représentent des corps divers après l'adolescence et la vingtaine. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous laisse avec la moi qui a enregistré l'épisode de base. En film, j'ai 2 romances lesbiennes à conseiller. La première, c'est My First Summer de Cathy Fund, sortie en 2020. Et la deuxième, plus populaire je crois, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, sorti en 2019. Je pense pas que le fait que ça soit 2 films romantiques lesbiens soit une coïncidence. Pas que tous les films qui racontent des histoires d'amour LGBT+, sont forcément queer, féministes, female gaze et tout. Non, il y a des représentations qui sont clairement pourries. Toutefois, j'ai l'impression que ces dernières années, bien qu'ils restent minoritaires, les films queer, ils ouvrent une nouvelle voie pour un cinéma plus inclusif et plus représentatif en fait. Bref, je m'égare. Le dernier film que je voulais vous conseiller, c'est Good Luck to You, Leo Grande, sorti en 2022 et réalisé par Sophie Hyde. Le film met en scène une femme de plus de 50 ans, veuve à la retraite, et qui n'a jamais été sexuellement épanouie. Et du coup, elle fait appel à un escort boy. Et je vous en dis pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais franchement, c'est un bon film sur l'acceptation de son corps et l'acceptation de sa sexualité. En série, je rementionne Never Have I Ever et Heartstopper, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur la sexualité, que je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas fait.
Et à ces 2 titres, j'ajoute une série pour enfants qui s'appelle Shara and the Princesses of Power. C'est un remake de la série des années 80, produite par Netflix entre 2018 et 2020. Et ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que les princesses, elles ont plein de types de cheveux, plein de personnalités différentes, plein de morphologies différentes, plein de couleurs de peau différentes, etc., etc. Et franchement, déjà ça, c'est incroyable. Je me dis que si petite, j'avais eu ce genre de représentation de princesse, ça aurait été génial. Mais c'est pas fini. Parce que ces princesses, elles sont aussi courageuses. Elles défendent et protègent leur peuple. Toutefois, il leur arrive d'avoir peur, de douter et de faire des erreurs. Bref, elles sont humaines. Et en fait, elles se soutiennent entre elles, entre amies. Elles sont là l'une pour l'autre. Et je trouve que c'est super beau de voir de la sororité à l'écran, surtout dans une série pour les enfants. Bon, je vous avais prévenu, j'avais pas beaucoup de sources pour cet épisode. J'ai plutôt exprimé mes ressentis, mes pensées et mes idées. Et je pense qu'il est temps de conclure, de se donner des conseils, de partager nos espoirs et de s'arrêter là, quoi. Pour avoir confiance en son corps, je pense qu'il faut l'aimer comme il est. Mais c'est difficile parce que justement là tu poses la question pour les conseils, mais souvent on te dit aime ton corps, on te dit pas comment. Ce qui peut être bien, c'est juste de mettre une tenue dans laquelle tu te sens bien. Ou d'essayer de te faire un lip combo. Moi, c'est comme ça un peu que j'ai essayé de découvrir le maquillage. Je me fais des lip combos, c'est le seul truc que je connais au maquillage. Et je sais que quand ça va pas, je me dis, allez, petit lip combo, là, je veux me sentir fraîche. Et c'est vrai que parfois, ça aide, quoi. Ensuite, je sais que tout ce qui est tatouage, piercing, tout ça, ça m'a beaucoup aidé à me sentir moi-même. Et genre, se sentir soi, c'est vraiment incroyable. Vraiment sentir que c'est comme ça qu'on devrait être et que c'est comme ça qu'on se sent bien. Je pense, oui. Trouver la bonne coupe de vêtements, les belles chaussures. Après, je me dis, il y a un truc qui est commun à toutes les phases positives que j'ai dans ma relation avec mon corps, c'est que je me sens en adéquation avec la manière dont je m'habille, la manière dont je me maquille ou pas, la manière dont je vais appréhender ma journée. Alors, des conseils. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir rencontré Cécilie. Donc je vous souhaite à tout le monde d'avoir une Cécilie dans ses proches. Et Cécilie, elle a beaucoup de conseils pour la confiance en soi. Du coup, je vais plus citer ses conseils à elle, désolée. Hein. Mais déjà, premièrement, un truc, en tout cas moi, qui m'a marqué, qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que mon corps, il me sert à vivre. Voilà. Il me sert à marcher. Si je prends du poids, ça veut dire que j'aime manger. Et ce qui est vrai, j'aime me nourrir. Donc c'est trop bien, ça représente qui je suis. Je sais que faire des trucs que j'aime, du sport, etc., moi, je me plais. En plus, quand je vois que j'arrive à être fort dans les sports qui me plaisent, dans les activités qui me plaisent et tout, franchement, moi, c'est juste ça qui me plaît. C'est encore une fois bien s'entourer. Avoir des potes qui sont bienveillants, qui te poussent vers le haut, qui te rassurent, parce c'est pas une honte d'avoir besoin d'être rassuré. Et aussi avoir conscience que la confiance en soi, ça baisse, ça monte, c'est vraiment pas un truc qui est stable. Donc c'est ok si des jours tu te sens moche, tu te sens nulle, etc. Genre, tant que c'est pas tous les jours et tant que tu fais en sorte. Oui, et dans ces moments-là d'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est des choses qui te rendent des choses que t'aimes, des choses qui te rendent fière. Par exemple, si t'as un coup de mou, moi je sais que j'aime bien peindre, je peux peindre et je me dis que ok, là je vais être fière de moi, tu vois. Pour donner confiance aux gens, je pense en vrai, genre c'est les compliments, mais genre vraiment quand tu le penses, je pense que c'est genre vraiment mieux. Genre tu vas pas dire à une personne quelque chose qui est pas vrai, mais moi je sais que quand je complimente une personne par rapport à son physique ou quelque chose comme ça, c'est que je le pense vraiment pour le coup. Et du coup, je pense que même si la personne, des fois, elle y croit pas trop, je pense que ça lui redonne quand même un peu confiance. Et enfin, je dirais arrêter de vouloir plaire au patriarcat. Et en fait, ça c'est très flou, mais ça conduit à mon dernier point qui est la sororité. Je m'explique parce que c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais du coup, pour moi, trouver toutes les femmes jolies indépendamment, et genre même dans la rue, se faire la réflexion, ah, c'est trop cool, ça, ce qu'elle a, j'adore ses cheveux, j'adore les bijoux qu'elle met, elle est trop... Enfin voilà, se dire que les femmes sont belles autour de soi. En fait, ça permet de sortir des comparaisons et je dirais même de la compétition qui est instaurée entre les femmes par le patriarcat et ça rend beaucoup plus légère. Enfin, moi vraiment, me dire qu'on est toutes belles différemment en fait, on est toutes très différentes et c'est pas parce qu'on est différentes qu'on peut pas être belles indépendamment en fait les unes des autres. Et du coup, je dirais que aussi au quotidien, il faut pas hésiter à dire à ses amis qu'ils et elles sont beaux et belles et à les complimenter genre sur même la plus petite chose, ça fait toujours hyper plaisir.
Je pense que le monde tend quand même à plus d'acceptation du corps des autres. Je voyais plus de représentation au niveau des corps, des couleurs, etc. en grandissant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis les médias en question qui les mettent en avant ou si c'est parce que la société change. Mais ça donne un peu espoir. Non, je trouve que ça évolue pas du tout. Enfin, genre, je vois pas d'autres représentations. Je pense qu'il y a plus d'acceptation au fil du temps. Et je dirais que bien sûr, j'ai encore espoir que la représentation des corps évolue, même si on a déjà beaucoup avancé. Et perso, je sais que ça m'a beaucoup aidé, de voir, par exemple, dans les trucs de sous-vêtements, de lingerie et tout, des femmes avec des corps hyper différents. Par exemple, ne plus censurer tout ce qui est tétons, poils et tout. Après, je pense que ça diverge, qu'il y a des avis qui divergent selon les personnes, selon les personnes. Et que il y a encore pas une minorité quand même plus, qui ont un problème avec les corps qui sont différents, je pense. Et je dirais qu'on a quand même encore du taf, notamment pour arrêter avec tout ce qui est genre régime et phrases ultra culpabilisantes. Vraiment, stop. Parce qu'en général, il y a beaucoup de grossophobie qui est gravement banalisée, par exemple, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça serait vraiment urgent qu'on travaille dessus. Et je pense que c'est important de travailler dessus parce qu'on est encore dans une vision très stéréotypée de la beauté des corps. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait vraiment pas évolué sur ce point-là. Mais oui, il doit y avoir une conscience générale sur les différents types de corps. Et pas que, genre, la personne qui est concernée accepte elle-même. Parce que je trouve qu'on est encore trop dans une société de critiques. En réalité, comme dans beaucoup d'épisodes, je vais conclure de manière très basique en vous ressortant toujours les mêmes phrases bateau. Premièrement, je propose qu'on arrête de se juger, surtout sur le physique. Je propose qu'on arrête de donner son avis, surtout quand personne ne nous l'a demandé. En gros, je propose qu'on soit sympa entre nous. Et je pense que, avant de faire une remarque, posez-vous la question, est-ce que cette personne peut changer ça en moins de 10 secondes ? Et si la réponse est non, alors ne dites rien. Deuxièmement, même si c'est un long chemin, je propose qu'on essaie de s'accepter. Parce que notre corps, qu'on le veuille ou non, il est là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui nous permet de profiter. Évidemment, je le sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est toujours plus facile de complimenter les autres que de se complimenter soi-même. Pourtant, je crois que c'est ce qu'il faudrait faire. Je crois qu'il faudrait être plus indulgent, plus gentil avec notre corps et avec nous-mêmes en général. Et je sais que c'est bientôt l'été, que le mythe capitaliste du summer body refait peu à peu surface, mais je tiens à vous le rappeler, pour avoir un summer body, il faut qu'on soit en été et il faut avoir un corps, point barre. Troisièmement, il faut pousser les représentations des corps à changer. Encore une fois, c'est un processus long, je le sais, mais je pense qu'en tant que consommatrice, on a un peu de pouvoir. On peut décider de promouvoir des productions inclusives qui montrent le réel. Et je pense qu'avec ces 3 points, j'ai tout résumé. Prenons soin de nous, ayons confiance en nous, soyons gentils avec les autres, soutenons des initiatives engagées et profitons. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé, comme toujours, merci pour tous vos témoignages. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Également, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que cet épisode, il est majoritairement tourné vers les femmes valides. Comme j'ai dit, j'ai pas trouvé de recherche sur le sujet du corps et de ses représentations. Et pareil pour les témoignages, ils ne représentent pas une diversité parfaite, j'en suis consciente. Et c'est pour ça que si vous souhaitez participer à la peut-être prochaine saison 2 d'On se posait en cause, ou que vous connaissez quelqu'un de moins de 26 ans susceptible d'être intéressé, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, disponible dans la présentation du podcast. Pareil, si vous avez des idées de sujets pour la saison 2, n'hésitez pas à me partager vos idées et je serai ravie d'y réfléchir. Et enfin, un grand merci à tous et toutes. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure, dans cette première saison du podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai eu à préparer, enregistrer et monter les épisodes. J'aimerais vraiment continuer le podcast, faire une saison 2 l'année prochaine. Et pour être honnête, tout dépendra de mes études. Peut-être que je continuerai à produire un épisode par mois, peut-être pas. En tout cas, pour être au courant de la suite et des peut-être épisodes spéciaux qui sortiront pendant les vacances, je vous conseille de vous abonner. Et on se dit à très vite. Et jusque là, prenez soin de vous. Bisous!